Bonjour à tous et bienvenue sur ce podcast. Aujourd'hui, nous allons entamer une série de 2 podcasts qui porteront sur des thèmes liés à la santé mentale et au bien-être étudiant. Nous parlerons dans ce podcast du thème de la FOMO. Nous commencerons par définir ce que la FOMO est et comment elle se manifeste, puis nous parlerons des clichés et stéréotypes qui lui sont associés. Enfin, nous finirons par des témoignages d'élèves de l'UTC qui ont pu rencontrer ce phénomène lors de leur vie et de leur scolarité. Qu'est-ce donc que la FOMO ? La FOMO, c'est un terme anglais qui veut dire Fear of Missing Out, que l'on pourrait traduire par la peur de rater. Ce phénomène est relativement récent puisqu'il est né en même temps que les réseaux sociaux. Il s'agit de la peur de rater aussi bien un événement qu'une information. Elle induit des prises de décision par peur de louper et non finalement par envie réelle. Un exemple, poster une vidéo ou une photo sur les réseaux sociaux parce que finalement tout le monde le fait et non parce qu'on a réellement envie de le faire. Un autre exemple, ça pourrait être de se rendre à une soirée à cause de la pression sociale du groupe ou alors par peur de rater cette soirée et non par réelle envie finalement d'aller à une soirée. Les réseaux sociaux constituent une plateforme sur laquelle ces utilisateurs sont en compétition constante. Tout le monde se compare aux autres et cherche à être le meilleur en toutes circonstances. Ce phénomène il est extrêmement lié à l'addiction au téléphone qui est souvent présente chez une personne ayant vécu la FOMO. En effet, plus on va avoir tendance à se comparer et à essayer d'être le meilleur ou de correspondre à ce que l'on croit être des attentes de la société ou des attentes sociales, et plus on va développer cette peur de louper une information ou de louper un événement quel qu'il soit. Quelles sont donc les conséquences de la FOMO ? On retrouve chez la plupart des personnes qui la vivent une impression de vivre pour l'autre et de ne pas assez s'écouter. Finalement, on répond plus aux besoins de l'autre que à ses propres besoins. Il y a aussi une difficulté à vivre dans le moment présent. On a alors tendance à se concentrer sur les événements ratés du passé plutôt que sur l'événement présent, ou alors au contraire à se concentrer sur les événements à venir que sur celui que l'on vit à l'instant T. La FOMO peut créer ou accentuer un stress, une irritabilité ou encore une frustration. En effet, la FOMO accentue l'addiction aux écrans et plus on est connecté, plus on se compare et moins on est satisfait de soi. Il y a alors un risque de renforcer ou même de créer un manque de confiance en soi. Vous savez donc à présent ce qu'est la FOMO. Abordons à présent les clichés et les stéréotypes qui lui sont associés. Pour mieux se rendre compte de vos connaissances à ce sujet, nous avons réalisé un sondage au sein des étudiants de l'UTC. Nous allons à présent discuter des résultats obtenus. Tout d'abord, sachez que 41% d'entre vous n'avaient jamais entendu parler de la FOMO. Il y avait donc 59% d'entre vous qui connaissaient ou avaient entendu parler de la FOMO, dont 33% qui l'avaient eux-mêmes vécu. Ce chiffre finalement est assez représentatif puisqu'il est très proche de la réalité. On estime environ à 40% le taux de jeunes ayant expérimenté la FOMO au moins une fois dans sa vie. Ce n'est donc pas un phénomène rare, c'est assez fréquent. En revanche, ce qui va diverger, c'est le niveau d'impact de ce phénomène sur nos vies. Certaines personnes vont le vivre sur une durée très courte ou bien de manière peu intense, tandis que d'autres vont le vivre sur une durée qui peut être plus longue et sur une intensité plus forte. Les résultats étaient plus mitigés concernant la catégorie de personnes touchées par ce phénomène. La grande majorité d'entre vous pense que ce phénomène touche exclusivement les ados et les jeunes adultes, et de manière générale les personnes étant très connectées. Cette réponse est correcte mais incomplète. Bien que vous ayez raison et que de manière générale la catégorie d'âge la plus touchée concerne bien les 14-18 ans, la FOMO peut affecter n'importe qui, n'importe quelle personne, peu importe son âge, sa sensibilité ou encore sa classe sociale. Elle touche, de manière générale, les personnes étant sensibles à la pression sociale exercée par les réseaux sociaux ou encore l'entourage. Et pour preuve, il est estimé à 11% le taux de personnes au-dessus de 50 ans ayant expérimenté ce phénomène. Or, cette catégorie de personnes n'est généralement pas la plus connectée. De plus, saviez-vous que la FOMO touche plus les hommes que les femmes ? C'est le psychologue britannique Andrew Przybylski qui a mis cela en valeur.
Cette donnée vient donc contredire le cliché de la femme qui serait plus attachée à son image que l'homme à la sienne. Cela conclut donc cette partie sur les clichés et les stéréotypes. Nous allons à présent laisser la place aux témoignages que nous avons récoltés lors de ce même sondage. Comme dit précédemment, nous avons donc récolté plusieurs témoignages d'étudiants de l'UTC. Pour faciliter la diffusion de ces témoignages, nous n'allons pas révéler leur identité. En revanche, nous vous donnerons le sexe de cette personne ainsi que son âge approximatif. Commençons à présent par le premier témoignage. Il s'agit d'une élève qui était en TC3. Je pense avoir commencé à ressentir l'effet de la FOMO au début du collège, lorsque mes amis commençaient à s'inscrire sur les réseaux sociaux, Snapchat, Facebook, Instagram, etc. Personnellement, je n'ai eu Facebook qu'à 14 ans. Donc j'avais l'impression de louper des choses, d'être exclue de cette communauté qui se retrouvait dans un sens après les cours. Comme j'ai ensuite commencé à rejoindre les réseaux sociaux, au lycée, je n'avais plus ce problème. Donc ma FOMO a continué, mais pour les événements sociaux, que ce soit les sorties après les cours ou les soirées. J'avais toujours l'impression que si je n'y allais pas, j'allais manquer des événements importants. J'allais être moins importante dans mon cercle d'amis. Heureusement, j'étais bien entourée et mes proches m'ont rapidement fait comprendre que les bons moments ne se résumaient pas à leur quantité, mais à leur qualité. Donc louper une soirée pour réviser, ce n'est pas louper toute une amitié. Ce phénomène m'impacte toujours, mais assez faiblement. J'arrive facilement à relativiser, mais je suis beaucoup plus tranquille à l'idée d'être absente à un événement et je n'ai plus peur de rater quelque chose sur les réseaux sociaux. Je m'en détache de plus en plus d'ailleurs. Si je devais donner un conseil à quelqu'un qui fait face à la FOMO, ce serait de relativiser un maximum. C'est toujours plus facile à dire qu'à faire, mais personnellement, c'est ce qui m'a aidé pour moi. Se dire que de toute façon, c'est impossible d'être présent partout, d'être disponible tout le temps. Il y aura toujours d'autres événements, d'autres moments à partager et au pire, les autres auront des choses à nous raconter. Je pense que c'est aussi important de valoriser ce qu'on fait dans les moments où on a l'impression de louper quelque chose. Par exemple, pour une soirée à laquelle on ne va pas car on a un gros contrôle à réviser, je trouve que le fait de se dire qu'on a fait le bon choix, que notre travail va payer, fait ressortir la satisfaction que l'on a d'avoir fait le bon choix. Le premier témoignage est terminé, je vous laisse tout de suite écouter le second. Il s'agit d'une autre étudiante de l'UTC qui était en branche. J'ai commencé à ressentir cet effet au début de l'UTC, en tronc commun, lors de la découverte du PIC, des soirées, des différents groupes de copains. Je pense qu'avant l'UTC, j'avais déjà ressenti cette peur de manquer un événement, mais ayant moins de liberté au lycée et au collège, c'était moins flagrant. Je pense que l'entrée dans les assos et la vie étudiante m'a fait développer cette peur de manquer quoi que ce soit. J'avais peur qu'une superbe soirée se passe et que je ne puisse pas y participer. Je voulais toujours être là, parfois au prix d'une grande fatigue, de retard dans les cours ou encore de soirées où finalement il ne se passe absolument rien. C'est au milieu de branches, lorsque je suis tombée malade, que j'ai donc dû m'absenter de l'UTC pendant 2 mois. Par conséquent, me retirer de la vie asso. Et c'est pour la même raison que j'ai commencé à changer d'état d'esprit et à faire plus attention à moi, à ma fatigue, ma santé et à mon bien-être. C'est d'ailleurs ma colocataire qui m'avait fait remarquer ce symptôme chez moi et prendre conscience que cette peur n'était pas rationnelle. Grâce à ce semestre de pause et ces remarques constructives, j'ai commencé à bien réfléchir aux conséquences que pouvait avoir la FOMO sur ma santé et mes études. Depuis, j'ai l'impression d'être guérie, d'arriver à dire non et à choisir entre 2 événements et à ne pas tout décaler pour pouvoir absolument tout faire. Pour moi, il est important de se rendre compte que rien n'est indispensable et que se concentrer sur soi, son bien-être, sa santé, sa fatigue, ses études, c'est important. Et qu'il ne faut pas s'oublier dans les notifications, les autres et la foule. Ce deuxième témoignage est à présent terminé, il nous reste un dernier témoignage, il s'agit cette fois-ci d'un homme, étudiant actuellement en tronc commun à l'UTC. Je dirais que j'ai commencé à ressentir la FOMO au collège. En effet, j'ai demandé un téléphone tardivement et j'habitais à l'opposé de mes amis. J'avais donc toujours l'impression de rater des événements ou des discussions, alors qu'en général ce n'était pas le cas. J'ai pu d'ailleurs le voir de mes propres yeux car en fin de collège,
J'ai pris part à une association de basket et j'avais un téléphone. Je me sentais donc moins en retrait et pour autant cela m'a permis de me rendre compte que les années précédentes, je ne loupais finalement rien. J'ai donc réussi à ce moment-là à moins stresser vis-à-vis de ça. Malgré tout, au lycée, j'ai continué à avoir peur, parfois, de rater des événements. Je ne suis pas des plus à l'aise socialement, j'ai toujours fait partie des groupes d'amis plutôt geeks au lycée, mais j'avais aussi des amis dans les populaires. Finalement, je faisais partie de plusieurs petits groupes. Donc durant cette période, j'ai décidé de me concentrer sur un seul petit groupe d'amis afin de me permettre de ne pas avoir à stresser pour chaque événement de chaque groupe d'amis. J'avais donc moins de raisons de stresser et cela m'a permis de me sentir davantage intégré. Actuellement, je suis à l'UTC et je vois souvent mes anciens amis faire des choses sans moi. Au début, ça m'a surpris, mais je me suis vite fait une raison. Ils vivent tous encore dans la même ville alors que moi, je vis à Compiègne. C'est normal qu'ils fassent des choses de leur côté après tout. J'en fais bien du mien. Je pense que ma prise d'indépendance m'aide à faire face à la FOMO. Si j'ai des conseils pour lutter contre la FOMO, ce serait peut-être de se focaliser uniquement sur un petit groupe d'amis qui vous sont chers et pas sur 20 potes. Sinon, forcément, il y a des soirées ou événements tout le temps et donc beaucoup de stress engendré. Une autre astuce, c'est d'organiser les choses par vous-même. Par exemple, quand je reviens dans ma ville d'origine et que je veux être sûre d'avoir l'occasion de revoir mes amis, j'organise une soirée chill chez moi. De cette manière, la soirée est à mon image et je sais donc que je vais passer une bonne soirée sans stress. Vous avez à présent écouté l'ensemble des témoignages recueillis via notre sondage. J'espère qu'ils vous auront aidé à vous sentir moins seul face à ce phénomène, mais aussi à trouver quelques solutions. Pour finir, nous allons nous aussi vous donner quelques solutions pour faire face à la FOMO. L'une des premières choses sur lesquelles on peut travailler, c'est la confiance en soi. Pour cela, tout dépend du degré de manque de confiance en soi que vous avez. De manière générale, on vous conseille d'aller voir la psychologue de l'UTC qui offre des consultations gratuites et qui pourra vous accompagner tout au long de votre parcours. Cependant, si vous ne souhaitez pas opter pour cette option, voici quelques idées d'exercices pour booster votre confiance en soi. Travailler sur ses valeurs, faire une liste des valeurs que l'on prône et que l'on est fier d'avoir. Cela vous permettra de mieux prendre conscience de la personne que vous êtes et d'avoir une image plus positive et plus réaliste de vous. On peut aussi faire une liste de ce que l'on se sent capable de faire. En effet, le manque de confiance en soi, il est généralement lié à un pessimisme. Il est donc important d'essayer au maximum de contrebalancer ce pessimisme en se rappelant quotidiennement des aspects positifs de notre personne. On peut aussi apprendre à affirmer sa parole et à ne plus se justifier constamment d'une quelconque manière. Vous avez le droit de dire non, et ce sans avoir besoin de vous justifier. Il faut donc apprendre à arrêter de se justifier constamment et juste être confiant dans ses choix et dans ses affirmations. Et cela est valable aussi pour vous si vous ne souffrez pas de FOMO, car en tant qu'ami, on a parfois très envie qu'une personne vienne à une soirée ou tel événement, mais il est important aussi pour nous d'apprendre à ne pas demander systématiquement des justifications et à simplement accepter la décision de l'autre. Enfin, je vous conseille le livre Foutez-vous la paix de Fabrice Midal. C'est un livre qui ne parle pas vraiment de la FOMO précisément, mais de l'apprentissage du laisser-aller et de ne plus se soucier de manière irrationnelle des choses qui n'ont à la fin pas d'importance majeure. Cet ouvrage vous introduit aussi à la méditation en brisant les stéréotypes et codes qui lui sont souvent associés. Ce podcast est à présent terminé, j'espère que vous aurez apprécié de l'écouter. Je tiens à remercier Madame Carpentier, psychologue à l'UTC, qui nous a énormément aidé lors de la préparation de ce podcast. Bonne journée à tous et ciao, bye bye.